Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Parcours atypique. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Léopold Sawadogo, un pionnier des médias et de l'audiovisuel au Burkina Faso. Il a fait ses preuves à la radio et à la télévision au Burkina Faso, au Canada et aux États-Unis avant de se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Cofondateur de Montclair Brewery, il a récemment remporté le titre de Master Distiller sur Discovery Channel grâce à un brandy au baobab, fruit emblématique de son pays natal. C'est un parcours riche, audacieux et inspirant que nous allons découvrir ensemble. Bonjour à vous, Monsieur Léopold, Léo pour les intimes. Merci et bienvenue à Parcours atypique. Je vous sais très chargé. Vous avez fait du temps pour vous entretenir avec nous aujourd'hui et c'est avec toute ma reconnaissance que nous vous accueillons sur Parcours atypique. Merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne. C'est vraiment super bien. J'ai suivi quelques-unes de tes émissions, je crois 2. J'ai suivi ton interview avec Floby, que je ne connais pas. Je connais juste sa musique, mais personnellement, on ne se connaît pas. Et aussi avec l'une des personnes que j'adore vraiment très bien, Aristide Bansé, avec lequel on communiquait très souvent, pour les amener à s'ouvrir de telle façon. J'étais vraiment ému d'écouter Floby parler de son enfance. Et c'est bien qu'un homme devienne vulnérable à ce point-là. Dire exactement ce qui s'est passé dans la vie. Il faut avoir du courage pour faire ça. Et ça, moi, je lui tire mon chapeau et je lui souhaite vraiment de continuer tout ce qu'il fait. Et c'est vraiment super. Un jour, je le rencontrerai. Comme je le disais en introduction, vous êtes originaire du Burkina Faso. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez grandi et quelles sont les influences de votre enfance. Et est-ce qu'il y a eu des prémices de l'homme que vous êtes aujourd'hui depuis l'enfance ou autour de vous, les influences qui vous ont bercé? Mais pour te dire tout, j'ai grandi à Ouaga. Je suis né à Ouaga, à la maternité Porobi. Je suis né là il y a très longtemps. Et mon enfance était formidable. Je viens d'une grande famille de 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Wow. Mon enfance a été incroyable. On faisait presque tout dans le quartier. On jouait au ballon, on faisait la course cycliste, on avait inventé même une librairie, on échangeait des bouquins. Il y avait tellement de choses dans mon enfance, c'est incroyable. Aujourd'hui, quand je regarde les jeunes, les enfants, ils ne font rien. Voilà pourquoi c'est terrible. Ils sont là sur leur téléphone et ils n'apprennent pas grand-chose. Nous, on faisait pas mal de choses à notre enfance. Donc, mon enfance s'est passée ainsi. J'ai fait l'école du camp. Mon enfantine était à l'école du camp. L'école du camp, qui est juste à côté du camp Guillaume. C'est là que j'ai passé mon enfantine. Et j'ai toujours des copains même avec lesquels j'ai passé cette enfantine-là. Il y a très longtemps. Ces copains-là sont toujours vivants. Et aussi, de là-bas, on est passé à l'école du camp. À l'école du camp, en ce moment, c'était super. Le Ouaga n'était pas aussi peuplé. Donc, on était transporté par le bus, par des cars, les cars du camp militaire. Parce que mon père était médecin militaire. Donc, nous, on prenait le car et on rentrait à la maison déposer avec le car. Je me souviens même du numéro qui nous amenait à la maison. C'était le car numéro 4. Il y a plein de copains, s'ils entendent ça, ils vont dire, mais c'est pas vrai. Voilà, le car numéro 4 nous amène à la maison. Et voilà comment j'ai grandi. Et de l'école maintenant du camp, j'ai été faire mon CE1 à Dédougou. C'est là que j'ai fait une partie de mon enfance, qui était d'ailleurs... cette partie-là m'a beaucoup marqué, parce qu'à Dédougou, il y a des masques et tout. On provoquait les masques, on se faisait frapper par les masques chaque fois. C'est un truc que je ne peux pas oublier. Et donc, je me suis fait des amis là-bas. J'ai connu la famille d'Ibgolongo à Dédougou, que je voyais assez souvent. Et d'ailleurs, un de leurs enfants a fait de la radio Burkina. Il s'appelait, j'oublie son nom, Charles Didas. Charles Didas était l'homme que je regardais, comme j'admirais ce mec-là quand j'avais 13 ans. Je l'écoutais religieusement.
Il était à Radio Burkina. Et je crois que c'est ça qui a tourné, qui a fait un grand tour dans ma vie. Et quand je suis revenu de Dédougou, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'école protestante de Tanguay. Voilà. Wow. C'est une partie de mon enfance là-bas. J'ai grandi là, j'ai joué au ballon là, j'ai toujours des copains, des très bons souvenirs avec ces copains-là qui sont toujours là. On s'est tous retrouvés là sur Facebook. Franchement, un plaisir incroyable. Donc, de l'école protestante, c'était maintenant les années lycée. Les années lycée, je suis parti à Koutougou, j'ai fait le Moukassa. Voilà le parcours. Hein. De Moukassa, je suis revenu à Ouaga. J'ai fréquenté dans un lycée juste en face du lycée Zenda, qui était, je ne me souviens pas encore du nom de ce lycée-là, c'était tout nouveau. Et là, c'était l'ère des protestes et tout et tout. Nous, on était vraiment très engagés, on faisait des grèves, on se retrouvait au commissariat chaque fois enfermés. C'était le moment vraiment, avoir grandi comme ça te forge, ça te rend complètement, ça te donne une peau de caïman. Donc, on a fait des grèves, on a suivi les élèves du Zenda, on s'est battus, on nous a amenés jusqu'au camp CRS et mon père est venu nous sortir de là. Donc, vous battiez pourquoi? C'était quoi les idéaux que vous défendiez à cette époque? Je crois que c'était des étudiants qui avaient été renvoyés de France et nous, on n'était pas contents pour ça. Moi, j'étais délégué de ma classe et on est sorti là, on a foutu le bordel dans tout. on est allé à l'ECR, non, pas à l'ECR, on est allé au Zenda et puis juste à côté, il y avait un lycée de filles. On est allé on a fait sortir tous les élèves et on est sorti dans toutes les rues se plaindre. Voilà comment mon enfance s'est passée. Et de là-bas, maintenant, mon père ne tenait pas, il était vraiment pas content de mon comportement et j'ai décidé tout de suite d'aller à l'aventure. Et je me retrouve. Oh, wow! Voilà, je me retrouve à Abidjan. Je me retrouve à Abidjan. Et ça, c'était à quel niveau de votre cursus scolaire? C'est quand j'ai quitté le Moukassa et le lycée Dim de l'Opsom. Putain, je me souviens que quand j'ai quitté tous ces endroits-là, que j'ai décidé de partir. Alors, je m'en vais, j'arrive à Abidjan, c'est l'aventure qui commence, et je fais quelques années avec des cousins, on se retrouve, et puis quelques années après, c'était pas pour moi, après avoir voyagé en France, au Libéria, je reviens au pays, parce que, tu sais, quand on est jeune, hein, moi j'aimais beaucoup la moto, hein, j'aimais beaucoup la moto, et j'ai mis la pression sur mon père pour qu'il m'achète une moto. Mon père a tout le temps refusé. Hein. Il m'a dit non, c'est pas possible. Je te vois avec tes copains là dehors, en moto là, je vais jamais t'acheter une moto. Et donc, oui, c'était ça, hein, c'était le temps de la moto. Si tu n'avais pas de moto, tu n'étais pas quelqu'un. Voilà. Donc, même mon père, quand il me déposait au lycée, je ne le laisse pas me déposer en face du lycée. Parce que on va dire que tu n'es pas encore grand. Hein? Nous, on se voulait grand à ce moment. Donc, il me dépose là à quelques mètres de l'école et je marche là jusqu'à l'école. Voilà. Et donc, voilà comment ça s'est passé, mon enfance. Vous avez rapidement survolé le passage à Abidjan et des voyages au Libéria en France. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces pays-là? Est-ce que vous cherchiez à embrasser un domaine professionnel particulier ou est-ce que vous vous lanciez juste à l'aventure? Non, pas forcément. C'était l'aventure. Hein. Moi, je suis parti à Abidjan comme par hasard, comme ça. J'avais envie de partir de ma famille, partir de chez mon père pour prouver quelque chose. Tu sais, quand on est à cet âge-là, on veut toujours prouver qu'on est grand. Hein? Je n'ai pas parlé à ma famille pendant au moins 5 ans. Hein? Surtout à moi, j'étais beaucoup attaché à ma mère. Et je n'ai pas parlé pendant longtemps. Mais eux, ils avaient de l'intérêt parce que les gens leur disaient chaque fois, on l'a vu, il est là, il va bien. Bon, mon père étant un militaire, hein, tu sais ce que ça vaut. Hein? Mon père, il voulait que je marche dans le danger tout seul pour comprendre ce que c'est que la vie. C'est plus tard que j'ai compris ça. C'est plus tard que je me suis dit, au fait, c'est quand on devient parent qu'on comprend ce truc-là, cet aspect-là.
de la vie. Et quand je suis revenu à Ouaga, tout était différent pour moi. C'était toutes mes sœurs, tout le monde était en fait content. Ma mère était au ciel. Elle était vraiment super, super contente que je sois revenu. Et mon père m'a demandé à ce moment-là, bon, maintenant que tu es grand, qu'est-ce que tu veux comme engin? Mes sœurs voulaient que moi, voulaient que je prenne un engin. Je crois que c'était la Pouchoma. et moi, ça ne me disait rien. Mon père m'a dit, bon, écoute, je t'achète une voiture. C'était pour la première fois que mon père m'a acheté une voiture. Une 504. Wow. Voilà. C'était ma première voiture qu'il a achetée d'ailleurs avec un de mes cousins qui s'appelait Emmanuel. Voilà. Et il m'a donné cette voiture-là. Bon, bien sûr que les voisins n'étaient pas contents parce qu'on me voyait avec la voiture. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient contents. Hein? Et ils venaient chaque fois raconter à mon père, ben voilà, comment vous laissez avec une voiture, il fout le bordel là partout dans les quartiers. Mon père s'en foutait, en fait. Voilà. Apparemment, vous êtes issu d'une famille assez nantie, par rapport en tout cas au niveau moyen du Burkinabé à l'époque. Est-ce que vous avez ressenti une différence entre les moments que vous avez vécus dans votre enfance et ceux, par exemple, d'autres camarades? Et est-ce que vous avez eu peut-être plus de facilité, une longueur d'avance sur les autres? Je dirais pas forcément, hein, pas forcément. J'avais cette rage-là. Je ne sais pas ce qu'il y avait en moi, mais en tout cas, j'avais cette rage après avoir vécu à l'extérieur, après avoir souffert à ce point-là, parce qu'il y a un autre volet aussi de mon voyage à Abidjan. Après avoir vu l'extérieur, après avoir vu tout ce qui se passait, moi j'avais... Qu'est-ce que vous avez vu qui se passait et qui vous a un peu déboussolé? Il y a eu plein, dans les années 80, il y a eu plein de choses. Il y a ce truc-là que je cherche toujours à comprendre, pourquoi les Ivoiriens nous prennent pour des gens inférieurs. Moi, c'est ça qui m'a troublé en Côte d'Ivoire. Hein? Dès qu'on dit que tu es un Sawadgo ou bien un Ouedraogo, l'Ivoirien, il voit ça autrement. Voilà. Donc, et moi ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'à présent, moi, j'ai des très, très bons amis ivoiriens que je respecte beaucoup. Mais jusqu'à présent, ce truc-là me tourmente toujours de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de différent de nous, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous. Voilà, c'est ça quoi. Avoir un pays comme la Côte d'Ivoire qui a été construit par des étrangers, tu ne devrais pas te sentir aussi supérieur que qui que ce soit. Donc voilà, il faut faire beaucoup attention. Donc c'est quand je suis revenu de là que il y a eu cette envie de vouloir être quelqu'un, de vouloir faire autre chose. Et mon père a sûrement vu ça en moi, voilà pourquoi il m'a acheté une voiture. Voilà. Moi, j'ai eu mon permis, je l'ai eu à 16 ans. Je conduisais déjà. Voilà. Wow. Voilà. Quand mon père était en train de travailler à l'hôpital Yalgado. Et tous les matins, avant que mon père aille au travail, moi, je lavais la voiture. Je lavais la voiture juste pour pouvoir la rouler, quoi. Donc, je sortais avec la voiture. Une fois, je me suis retrouvé à l'église Coronava. Il y a un prêtre qui marchait tout doucement le matin de bonheur, vers 6 heures. Et il est allé à gauche, moi je suis allé à gauche, il est allé à droite, j'ai failli le cogner. Et le prêtre qui connaît la voiture de mon père est venu le soir voir mon père et me dit, mais monsieur Antoine, vous avez failli me rentrer dedans ce matin. Mon père dit, moi, jamais de la vie. Moi, je ne sors pas à cette heure-ci-là. Donc, il y a eu une discussion vraiment. Mon père était assis chaque fois devant la porte de sa clinique. Et donc, ce mec-là, le prêtre était en train de dire à mon père, écoute, vous avez failli me cogner. Mon père dit, non, non, c'est pas moi. Mais finalement, mon père a réfléchi, il m'a appelé et il m'a dit, mais c'est toi qui as failli cogner le prêtre là ce matin. J'ai dit oui, mais j'ai failli le cogner parce qu'il est parti à gauche, à droite. On a failli se cogner. Il dit, mais pourquoi tu ne lui es pas rentré dedans, ce gars-là? Il est venu. Oh. Oups. Voilà. Donc, là, c'est l'esprit militaire que mon père avait. Plein de gens te diront, hein, ceux qui ont connu mon père, te diront exactement comment il était. On l'appelait Moustache. Et pratiquement au quartier, tout le monde sait qui était Moustache. Et évidemment. Et est-ce que Moustache avait des rêves particuliers pour vous? Est-ce qu'il vous attendait dans certains domaines? Il était médecin, il était militaire. Est-ce que lui, il voyait son fils
sur un chemin particulier et il essayait de vous y encourager? Non, absolument, comme tout parent, hein, comme tout parent, les parents rêvent souvent pour les enfants. C'est ça souvent l'erreur que les parents font. Euh, mon père voulait que je sois une autre personne. Chaque fois, il me poussait. Et donc, je l'aidais souvent dans la clinique. Hein. Il y a certaines circoncisions que j'ai fait à la clinique. Et ces gens-là vivent aujourd'hui. Ils sont gaillards, maintenant ils ont des enfants. Ils oublient ça. Donc, j'aidais mon père souvent dans la clinique, dans les traitements souvent. Je lisais aussi le dictionnaire médical. Je connaissais certains médicaments pour certains remèdes, des genres de trucs comme ça. Donc, moi, ça ne me disait rien d'être médecin. C'était pas mon truc à moi. Et donc, quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire, j'avais ce véhicule-là et on a décidé, mon cousin et moi, d'ouvrir un bar qu'on appelait Bar Le Faso, qu'on a ouvert pas loin de la maison. Et on a ouvert ça, c'était pas mal, c'était vraiment, il y avait du monde, des gens, tout comme ça. Mais bien avant ça, moi, j'avais ouvert un petit maquis derrière notre maison qu'on appelait le Décamus. Et tout le monde venait, tout le monde fréquentait cet endroit à cause de la musique que je jouais à chaque fois. Donc voilà comment est-ce que mon enfance s'est passée jusqu'à ce point-là. Et à partir de là, vos premiers pas dans la musique, un chapitre que peut-être certains ignorent. Oui, bien sûr. Et une transition aussi vers les médias. Comment est-ce que ça s'est passé, vos premiers pas dans ce domaine? J'avais le maquis, j'avais mon cousin et frère d'ailleurs, Alfred Ouedraogo, qu'on appelle jusqu'à présent Freddy le Loup. Lui et moi, on est très proches, même jusqu'à présent. Il me rend visite assez souvent ici aux États-Unis. Et donc, Alfred a créé ce qu'on appelle le premier groupe, le boys band, le premier groupe de garçons au Burkina qu'on appelait Oxygène. Alors, quand Oxygène a commencé, ils ont sorti un premier album. Ils ont sorti un premier album. Il y a pas mal de titres dans cet album. Et donc, quand l'album est sorti, ils sont allés en France, ils ont enregistré l'album avec Kanda Bongoman. Et l'album est sorti. C'était incroyable. Et juste après avoir sorti cet album, on s'est retrouvés derrière l'hôtel Manas. On avait une maison là-bas, là où on répétait chaque fois. On s'est retrouvés là-bas et le groupe a disloqué. Le groupe, tous les gens du groupe sont partis un peu partout. Il y a un qui est parti en France, il s'appelle Tintin, lui il est parti en France. Il marche avec des béquilles, mais un homme super intelligent. Il y a Brassanou, lui aussi c'était de mon quartier aussi, lui aussi il est parti en Espagne. Et donc on s'est retrouvés là et on avait des instruments, on avait une console technique de 24 pistes, de 48 pistes, pardon. Donc on avait des micros, on avait des guitares. Donc on se retrouvait là-bas tous les jours. Et un jour, on s'est dit, mais et si on montait une radio? D'abord, cette radio qu'on voulait monter, ça s'appelait VSD. On voulait concentrer nos émissions sur 3 jours et mettre vendredi, samedi et dimanche. Donc, on répétait, on avait déjà un programme très bien élaboré et on répétait là-bas. Tous les soirs, on se retrouvait, c'était vraiment la belle vie, quoi. On répétait et il y avait même des filles qui se joignaient à nous et on répétait chaque fois. Il y avait des filles qui fréquentaient au lycée Bogonogo, qui venaient chaque fois là. On répétait ensemble. Et la première radio, c'était quand Sankara vivait, ça s'appelait Radio Entrée Parler. Cette radio se trouvait vers l'hôtel Indépendance. Ça, c'était la première radio FM au Burkina. Et la deuxième maintenant, qui voulait s'ouvrir, nous, on voulait prendre les studios de Radio Entrée Parler pour pouvoir lancer ce truc de VSD. Mais compte tenu qu'on n'avait pas de fréquence, pour avoir une fréquence, c'était vraiment très compliqué. Donc, Alfred, dans ses courses, est allé tomber sur M. Patrice Diessongo, qui était le directeur de la radio nationale du Burkina. Et ce dernier lui a dit, écoute,
pourquoi vous ne vous joignez pas à nous? On est en train d'ouvrir une radio qu'on appelle Radio Arc-en-Ciel. Alors, un soir, nous, on était là, on était tous en répétition, et Alfred vient et il sort l'idée de « et si on partait travailler avec la radio nationale ?» Effectivement, tout le monde a dit « jamais de la vie !» Personne ne voulait être à la radio nationale. Ça veut dire ce truc-là. Donc, on lui a dit « mais toi, tu es un traître, tu nous as trahis, tu es allé te joindre à ces gens-là, hein, on ne va jamais s'en sortir avec ça. » Il m'a dit « non, écoute, peut-être que ça pourrait être bien. Peut-être qu'on peut démarrer de là, et dès qu'on a une certaine expérience, on peut avoir on peut demander une fréquence, et puis pouvoir émettre. » Et c'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à réfléchir. Pour qu'on ait une fréquence, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on a accepté de partir à la radio nationale. Alors, on arrive là, c'était que de la musique qu'on passait, et nous, on avait déjà un programme bien élaboré. Chacun déjà avait déjà un programme. Et on a remis le programme là au chef des programmes là-bas. Je ne sais plus qui c'est, mais c'était juste avant Yama Pakodran. Et donc, c'est avec ce programme, en fait, qu'on a démarré Radio Arc-en-Ciel. On a démarré ce Radio Arc-en-Ciel, et on n'était pas beaucoup aimé hein, à la radio nationale, parce qu'il y avait ce conflit de génération qui était incroyable. Tout le monde se demandait quels sont ces voyous-là qui viennent à la radio. On nous appelait même en temps les voyous de Paco. Voilà, c'était... Il y avait ce truc-là, il y avait cette tension-là entre la radio nationale et nous. Je ne sais pas pourquoi il y avait cette tension. Peut-être que se disait que nous, on allait prendre l'audience, on allait faire ça et ça. Et puis en plus, il y avait plein de filles qui venaient à la radio à Arc-en-Ciel. Je crois que c'est peut-être ça. Ce truc de jalousie-là. Donc, voilà, mais bon, nous, on jouait assez calme. On voulait les faire comprendre que nous, on n'est pas là pour retirer quoi que ce soit. On est là juste pour ajouter quelque chose à ce que vous déjà, au grand travail déjà que vous faites. Voilà. Donc, c'est ainsi que nous sommes arrivés à Radio Arc-en-Ciel. Voilà. En ce moment, Horizon FM n'avait pas de licence déjà, n'avait pas de licence. Moustapha cherchait la licence pour monter sa radio, Horizon FM. Voilà. Qu'ils ont monté plus tard vers la Loterie Nationale. C'est là-bas qu'ils ont commencé les premiers studios de Horizon FM. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, je vais m'arrêter là pour l'instant et puis on va continuer. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Si. C'est à partir de cet instant-là, est-ce que vous êtes dit que vous avez trouvé vos marques sur qui vous voulez être? Est-ce que c'était votre carrière professionnelle, c'était déjà set up dans votre mind comme professionnel radio avec un grand ancrage dans la musique? Est-ce que l'extérieur pour vous était c'était quelque chose que vous convoitiez à cette époque-là? Oui et non. À ce moment, nous, on était jeunes, hein, tout ce qu'on avait envie de faire, c'était de faire de la radio. On avait déjà une petite expérience par rapport à ça. On avait l'expérience de parler devant un micro et tout. Donc, on était contents, on était finalement content qu'on puisse démarrer à la radio et pouvoir faire entendre au public autre chose que d'habitude ce qu'ils ils entendaient. On avait plein d'idées, on était bourrés d'idées. Les idées étaient un peu partout là. Donc, voilà. Donc, on voulait changer à peu près comment est-ce que la presse, comment est-ce que ce phénomène FM là, on voulait changer ça à l'Afrique, donner quelque chose de bonne qualité aux auditeurs, faire comprendre aux jeunes que tout est possible. Voilà comment est-ce que nous, on voyait la chose. Et donc, quand Moustapha Tombiano a commencé sa FM, il a recruté des animateurs vraiment super bien. Et la concurrence, vraiment, nous a poussé aussi à avoir pas mal de gens. Et c'était la belle époque en ce moment. Il y avait moi, il y avait Kamsaïd Fatogma, il y avait Rémi Danguino, qui était d'ailleurs, qui ouvrait la radio à 5 heures du matin. Bon, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais on l'appelait le coq de la radio. C'était bien en ce moment.
Donc, voilà, lui il ouvrait la radio et moi, je la fermais. Je fermais à 2 heures du matin. Donc, je te raconte déjà une petite histoire qui s'est produite. Une fois, la radio est bien gardée hein, par des commandos et tout et tout. Moi, je suis venu, je suis rentré me garer ma voiture et je sors à 2 heures du matin pour prendre ma voiture, aller à la maison et je trouve que toutes mes 4 roues étaient percées avec un couteau. Wow. Donc, voilà quoi, voilà ce qui s'est passé. Et Rémi est arrivé le matin et il m'a dit, écoute, bon, moi je vais te donner un coup de main. Et on a démonté les roues, on est allé jusqu'à Koulouba et c'est là qu'on a pu coller. Vous avez su qu'est-ce qui s'était passé? Ben, quelqu'un a poignardé mes roues avec un couteau. Voilà, c'était cette tension-là qu'il y avait entre nos aînés et nous. Voilà. Donc, voilà, il y a eu tout ça à la radio. Il y a eu, mais pourtant, on n'était pas payé autant. Hein. On avait quoi, 35 000 francs, c'était la pige. Hein. On était des pigistes. Et donc, on refusait de nous mettre dans l'administration parce que on ne valait pas la peine. Voilà comment c'était perçu. Donc, on s'est battu de tout. Hein. On faisait, nous, on raccourcissait nos mois en faisant des voice-over, on faisait des pubs, plein d'autres choses qu'on faisait. Donc, ça fait que on aimait notre métier, on aimait vraiment ce qu'on faisait. Voilà pourquoi on est resté là. On est resté là à se battre. Et on était pratiquement les numéros 1 pendant au moins assez longtemps. Donc, on a créé des émissions comme C'est pas sérieux, qui continuent même de jouer même à Ouaga, ou du moins au Burkina. Et donc, aussi, j'animais une émission de reggae qu'on appelait Reggae Sunsplash. Je me souviens de ça, c'était vraiment la belle époque. C'est qu'une fois, j'allais au marché, au grand marché, et j'ai entendu ma voix. Je me demandais, j'ai dit, mais je ne suis pas d'antenne aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a enregistré mes émissions et qui le revendait en casse. Waouh! Donc, j'ai été bavardé avec lui. Je me suis dit, mais écoute, si tu fais ta vie avec ça, tant mieux. Voilà. Donc, c'était cet esprit-là qu'on avait. Il n'y avait aucun esprit de non, tu ne dois pas faire ça et ça et ça. Hein? On faisait tout pour que les gens aillent. Même pendant ce temps, il y avait Sankara Inoussa qui était à la radio nationale. Et il voulait ouvrir une radio. Il est venu nous voir, Alfred et moi, il a dit, mais moi, je cherche des jeunes comme vous, hein, pour pouvoir animer à ma radio. Et c'est de là qu'on a formé certaines personnes. Il y a Japres qui a travaillé là. Il y a aussi Nick Toscani qui a travaillé là. On les a amenés tous à la radio, à Crassiel. Et on a formé tous ces gens-là à parler au micro et tout et tout. Donc voilà ce qu'on avait, l'esprit de camaraderie. Hein, on est toujours des amis. On se parle toujours, même aujourd'hui. C'est cet esprit-là qu'on avait à le temps. Voilà. C'est très intéressant comme parcours parce qu'il y a beaucoup de choses que nous qui sommes venus un peu plus tard dans le monde des médias, on ignorait un peu les premiers pas sur la scène audiovisuelle au Burkina Faso. Mais dans tout ça, j'ai l'impression que tout allait bien et que les choses avançaient comme vous vouliez. Qu'est-ce qui vous amène au Canada? Voilà, ce qui m'amène au Canada, c'est le Y'en a marre. C'est pratiquement le Y'en a marre de tout ce qui se passait à la radio, des coups bas, des trucs qu'on ne pouvait plus en tenir. Nous, on s'est dit, mais si on reste là, on va devenir comme tout le monde là. C'était quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Voilà, c'était le brin de balai qui a cassé le dos du chameau. Donc, nous, on s'est dit, écoute, on a commencé à réfléchir, on dit, mais écoute, on ne va pas rester dans ce monde-là assez longtemps parce que ça n'a pas de sens. Et donc, c'est là que il y a une dame, regarde, je ne vais pas citer son nom, je l'adore tellement, et c'est elle qui m'a dit, écoute, il y a un programme au Canada qui peut te donner un truc pour devenir stagiaire là, et elle m'a dit, écoute, il faudra appliquer. Et donc, c'est de là que j'ai appliqué. Et tout d'un coup, je devais partir. J'ai reçu tout. J'avais d'abord un stage à RFI, parce que j'ai un copain qui travaillait déjà à RFI. Il a
demandé au président si je pouvais venir là-bas faire un stage. Et ça a été accordé. Et j'avais aussi un stage en même temps au Canada. Et donc, moi, la France, j'avais pas envie d'aller, je connaissais déjà la France. Donc, j'ai dit, bon, j'irai en Amérique du Nord pour découvrir à peu près ce que c'est que l'Amérique du Nord. Donc, voilà comment je suis parti au Canada, par un programme qu'on appelle Carrefour Canada. Alors, j'arrive à Toronto, et donc, je fais mon premier stage d'introduction et tout et tout. Et ensuite, je vais à Montréal maintenant, parce que c'est la zone francophone, le Québec, à Montréal, pour faire mon stage à Radio Centre-Ville. Alors, j'arrive à Radio Centre-Ville, je commence une émission. D'abord, j'ai eu des problèmes avec le français québécois. C'était... Ouais. C'est vrai que les nuances ne sont pas évidentes. Oui, bien sûr, bien sûr. Les Québécois, c'est le français des 1800. Donc, j'arrive là, j'avais des problèmes dans les interviews parce que je comprenais pas. C'était complètement des mots assez différents. Et à chaque fois, quand j'interviewais quelqu'un, c'était... il fallait traduire. Mon chef de programme était content de voir ça. C'était complètement du cinéma pour lui. De voir un Africain qui essaye de comprendre les Québécois. Voilà. Donc, j'ai travaillé là. J'avais une émission là qu'on appelait Regard sur ma ville. Ensuite, j'ai travaillé à Radio McGill parce que McGill University, c'était pas loin de chez moi. Donc, je marchais là, je traversais le mur et j'étais à Radio McGill. Et j'avais aussi une émission là-bas. Et ensuite, j'ai travaillé aussi à Musique Plus. Musique Plus qui est, si tu veux, Music Television. C'est ça le network Music Television. À Toronto, on appelle Match Music. Aux États-Unis, on appelle MTV. Et maintenant, à Montréal, on appelle maintenant Musique Plus. Donc, de là maintenant, j'avais vite envie de découvrir les États-Unis. Voilà. Mais au préalable, avant de venir au Canada, il fallait que je demande la permission à mon directeur de radio pour partir à ce stage. Le mec, il voulait pas signer ma permission pour partir. Voilà. Donc, j'ai remis ce document-là au directeur. Il voulait pas signer. Chaque fois que je revenais de la secrétaire, le secrétaire disait, ah, il n'a pas encore signé. Et je me suis rendu compte qu'il voulait pas signer. J'ai récupéré mon document et je l'ai signé moi-même. J'ai amené à l'ambassade des États-Unis. Alors, arrivé à l'ambassade des États-Unis, le consul en ce moment qui disait, mais tu vas au Canada et tu ne vas pas visiter New York, mais il faut que tu ailles visiter New York. Hein? Et il m'a donné un visa pour aller visiter New York. Donc, bon, je ne voulais pas, c'était pas mon choix de venir ici. Et donc, mais j'avais pas mal de potes ici aux États-Unis. Et du Canada, maintenant, j'ai décidé, bon, il est grand temps, je vais aller apprendre l'anglais à fond et parler l'anglais couramment. Et donc, voilà comment je suis arrivé aux États-Unis. Avant d'arriver aux États-Unis, tous ces passages-là avec les différentes chaînes, les différentes télévisions, comment est-ce que vous avez su naviguer cet univers-là avec autant de facilité? Vous êtes allé pour un stage. Comment est-ce que vous avez su poser vos pions? Comment est-ce que vous avez su naviguer ce milieu-là? Parce que pour certains, ce n'est pas évident quand on va dans un nouvel environnement, s'adapter, se faire les bons contacts et les bonnes connexions pour saisir les opportunités. C'était quoi votre force? Moi, je dirais, il y a un truc que je vais dire aujourd'hui que je ne dis pas très souvent. Il faut cultiver ta personnalité. Il faut arriver. Il y a un Dieu en nous, dans tout un chacun, il y a un Dieu. Il faut arriver à trouver ce Dieu-là et le développer au maximum et pouvoir ouvrir ta personne à d'autres personnes. Quand tu ouvres ta personne à d'autres personnes, tu attires tout ce qu'il y a de positif dans le monde. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, il faut arriver à cultiver ta personnalité. Voilà, c'est des secrets très simples. Il n'y a pas de grands secrets. Il faut garder ce sourire-là et cette façon de contacter les gens. C'est ça qui va permettre aux gens, ça qui va intriguer les gens à vouloir découvrir la personne que tu es. Et de là viendront d'autres choses. Voilà le petit secret. Donc, de Radio Centre-Ville, mon chef de programme et moi, on était pratiquement des amis. Pratiquement des amis.
Et chaque fois, il me demandait, mais qu'est-ce que tu fais du reste de ta journée? Je dis, mais je vais le balader. Je ne peux pas me balader au parc. Je pars faire ça et ça. Donc, il me dit, mais écoute, il faut que tu remplisses ta journée pour tirer le maximum de ce que tu es venu au Canada pour faire. Et c'est de là que j'ai rencontré une dame qui travaillait à Musique Plus qui m'a amené, qui a envie de voir ça. Et il m'a amené, voilà. Et donc, voilà comment les choses se font. Ok. C'est pas plus que ça. Et plus tard, vous arrivez aux États-Unis. D'abord pour apprendre la langue, pour Voilà. visiter. J'imagine que l'aventure aux États-Unis va être peut-être un peu différente parce qu'au Canada, vous allez directement dans une structure pour un stage. Est-ce que c'était plus compliqué pour vous de naviguer l'univers aux États-Unis? Le Québec, ils parlent français. Les États-Unis, c'est que l'anglais à fond. C'était quoi les premiers pas ici aux États-Unis? Les premiers pas, c'est trouver un boulot, trouver un job. C'est trouver C'était un quoi le job. premier job? Le premier job, c'est travailler là où tu peux faire rencontrer un maximum de monde. Hein. C'était ça mon premier boulot. Rencontrer le maximum, travailler dans un magasin dans lequel tu peux converser avec les gens. Donc mes premiers jobs, c'était ça. Je travaillais à Jersey City. C'est là que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs, qui est venue pour acheter des trucs. On a commencé une conversation. Et c'est de là que je suis allé tomber sur son père qui connaissait le Burkina. Alors pour moi, c'est incroyable. Son père, il a voyagé énormément, il est parti aux Nouvelle-Zélande, il a voyagé un peu partout. Donc le seul Burkina, et lui et moi, on a entamé une conversation sur la politique africaine, sur le continent, sur pas mal de choses. Et ça m'a touché beaucoup. Vous êtes passé par le père pour avoir la fille? Pas forcément. Parce que lui, il avait moi, ça m'intéresse. Moi, je allais lui donner un coup de main. J'allais donner un coup de main à ma femme, enfin, ma future femme. J'allais lui donner un coup de main. Parce qu'elle voulait faire des travaux chez elle. Et je lui ai demandé, mais tu vas faire ça toi-même? C'est pas possible pour un Burkinabé de voir une femme, déposer des carreaux dans la maison. Donc, c'est de là que je suis allé lui rendre service. Alors, elle m'a dit, écoute, je vais te payer. J'ai dit, non, j'ai pas besoin de ton argent. Moi, ça me suffit. D'avoir cette conversation avec ton père aujourd'hui m'a complètement suffi. Elle a dit, bon, écoute, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il faut que je fasse à manger. Comme ça, on va manger ensemble parce que tu sembles être un type assez bien. Et donc, elle m'invite à manger. Elle fait une sauce spaghetti. Et j'ai mangé ça, j'ai eu des brûlures de match. Et je lui ai dit, mais où tu as appris à cuisiner comme ça? Tu me dis, ça, c'est de la merde, je ne mangerai plus jamais ce truc-là. On peut faire ça. Elle n'était pas contente, hein. Elle a très mal pris ça. Mais moi, j'ai été brutalement honnête, mais j'ai été honnête. Mais après, on a rigolé, quoi. Je lui ai dit, moi, écoute, tu vois, moi, je vais faire à manger et ça va être vite oublié, quoi. Et donc, c'est là que je l'ai invité dans notre appartement et j'ai fait à manger. On a bien bavardé, on a causé et c'est de là qu'on s'est connus. Alors, on a échangé de numéros, on s'appelait souvent. Et puis, un jour, elle est venue chez moi. Moi, j'avais plein de copains qui venaient de France. Il y a beaucoup de filles aussi qui venaient de France, qui restaient chez moi. Et un jour, elle est venue me rendre visite. Elle s'est rendue compte qu'il y avait à peu près 8 filles chez moi et puis des gars. Donc, je crois que ça a commencé un peu à l'inquiéter. Donc, moi, je suis quelqu'un que les gens fréquentent beaucoup. Et donc, à ce moment, vraiment, elle commençait à se poser des questions et à douter. Et c'est là que on a commencé à se fréquenter. Et quelques mois après, moi, j'ai abandonné ce boulot et j'ai commencé à travailler pour la mission économique française à New York. Voilà. Et quand j'ai commencé à travailler pour eux, c'était un corporate job, comme on dit ici. Il y a un certain code vestimentaire. Il fallait se porter une veste et une cravate tous les jours pour aller au boulot. Et moi, j'aimais pas ça. C'était pas mon truc. Donc, c'est de là que on a décidé d'avancer notre relation et finalement, on s'est mariés et voilà. Beaucoup d'entre nous, quand on arrive ici, avec les premiers boulots qu'on prend sous la main parce que c'est ce qu'on peut trouver facilement pour survivre en attendant, on arrive souvent à rester stack. Comment est-ce que vous êtes en sortie?
Comment est-ce que vous avez fait la transition de ce boulot-là dans le magasin vers le corporate job avec la mission française? Est-ce que c'est eux qui vous ont repêché? Est-ce que vous êtes allé chercher le boulot, je sais pas moi, sur des plateformes en ligne? Comment est-ce que vous avez fait cette transition-là? Écoute, j'ai vu cette annonce-là en ligne. Et comme je redis encore, il faut cultiver une certaine personnalité. Hein, une certaine personnalité qui attire peut-être des gens. Il faut avoir une certaine facilité de communiquer avec les gens. Hein, c'est un travail qu'on doit faire en soi-même. Moi, j'ai été à cette interview-là. Quand ils m'ont appelé de venir à l'interview, j'ai été. Et ils avaient déjà interviewé une vingtaine de personnes. Et personne n'avait été déjà embauché. Moi, j'arrive dans le bureau de Monsieur Hoche. Je me souviens toujours de son nom. Il s'appelait Robert Hoche. J'arrive dans son bureau. On commence l'interview et on a fait que causer. On a fait que causer, parler de l'Afrique. On a parlé de la France, parler des États-Unis et tout et tout. Et moi, j'ai cru que c'était fini. Je n'allais jamais avoir ce boulot-là. Et je suis parti de là. Le temps d'arriver à la maison, quand je suis sorti du train, on n'était pas loin du train quand on habitait à Jersey City. J'arrive à la maison et elle me dit, écoute, il faut que tu retournes là-bas parce qu'ils ont appelé à la maison ici et ils ont dit de revenir commencer. Le même jour? Le même jour. Wow. Et donc, je suis reparti et j'ai commencé, ils m'ont montré mon bureau et tout, et j'ai commencé le même jour. Donc, comme je te dirais, peut-être qu'il a été marqué par ma personnalité, par ma façon de converser et par ma façon de lui parler. C'est peut-être ça qu'il a admiré, peut-être. Donc, plus tard, il m'a dit ça. Il m'a dit que tu es une personne accessible à qui on peut parler facilement. Et donc, ça a joué vraiment dans notre décision, quoi. Pourtant, les autres qui sont venus étaient crispés, ils étaient dans un environnement nouveau pour eux. Donc voilà. J'ai quitté la mission économique française, mais je travaillais toujours pour eux pendant au moins 6 mois. Voilà. Donc voilà comment est-ce que j'ai quitté la mission économique. Donc la mission économique était chargée, j'étais là-bas chargé de la plupart des stagiaires. J'ai joué un peu tous les rôles à la mission économique. You know? J'ai joué même souvent les rôles de réceptionniste, de personnes en contact par tous les gens, par tous les étudiants en France qui voulaient venir faire un stage en France. J'ai même servi souvent d'aller amener les personnalités de l'aéroport jusqu'au bureau. Et c'est là justement que je suis tombé sur la présidente de l'Occitane. L'Occitane, c'est des produits provençaux qui sont faits avec le beurre de karité du Burkina. Et donc, cette dame-là m'a demandé d'où vous venez. J'ai dit, je suis du Burkina. Elle m'a dit, écoute, nous, on achète le beurre de karité avec les coopératives du Burkina. Et pendant ce jour-là, je suis arrivé à la maison, j'avais du mal à dormir. J'avais du mal à dormir. Quand je pense à nous, envoyer nos produits, nos matières premières à ces gens pour qu'ils transforment et reviennent nous vendre ça à des prix incroyables, franchement, je crois que ça a été un déclic pour moi dans ma vie professionnelle à vouloir vraiment transformer les produits du Burkina. Et jusqu'à présent, je vis toujours ça. C'est ça qui m'anime toujours. Voilà. Voilà comment j'ai finalement quitté la mission économique. J'ai monté ma propre société. D'où est venue l'idée de la société? Ben, l'idée est venue de vouloir être indépendant, hein, ne pas vouloir aller au bureau, parce que c'est dur de travailler pour le gouvernement français. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Il faut être à l'heure et moi je ne suis pas vraiment corporate. Ma femme déjà travaille pour le corporate et nous on voyageait beaucoup en ce moment. Chaque fois on était en France, elle était en Angleterre et chaque fois on se retrouvait là-bas. Et j'avais marre de ça. Et un jour on est revenu de mission. C'était la mission de Marseille. Tous les commerçants de Marseille sont venus exposer leurs produits ici à New York. Et nous, on est revenus, on avait une réunion, et mon patron, justement, dormait pendant la réunion.
Et je me suis retrouvé dans mon bureau, j'ai écrit ma démission, je suis parti de là. J'ai dit non, 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 faut que je trouve autre chose. Je ne peux pas être là. Non, c'est pas possible, pas moi. Donc c'est là que je suis parti. J'ai monté ma propre compagnie, une compagnie de limousine. Oh. Et on avait les contrats avec the NBC Network, MSNBC, CNBC et NBC. Comment est-ce que Voilà. vous avez négocié ces contrats? Où est-ce que vous avez eu leur contact? Écoute, il y a tellement de choses. Il y a tellement de... Again, je reviens encore sur La personnalité. la personnalité. Non, mais c'est bien que vous insistez sur ça parce que on a quand même pas mal de personnes qui sont bourrées de talent, bourrées de compétences, des hard skills, comme on le dit, ils les ont, mais qui n'arrivent pas à se présenter, qui n'arrivent pas à accrocher, en fait, quand ils rencontrent des gens. Alors que c'est cette personnalité-là, c'est cette aura, il faut être assez attachant et agréable à discuter pour marquer sa présence quand on arrive quelque part. Donc, bien sûr. Yeah. Bien sûr, ça te suit partout, ça te suit dans le monde des affaires, ça te suit dans ta vie en tant que tel. C'est incroyable, c'est ça qu'il faut avoir. Il faut cultiver ça, il faut vénérer ça. Donc, ça t'ouvre complètement les trucs. Je vais te raconter l'histoire qui s'est passée quand je voulais ouvrir ma brasserie. C'est incroyable. C'est ça, hein. Donc, de la mission, ouvrir la compagnie de limousine, je conduisais et je prenais la plupart des news anchors et on entamait souvent des conversations incroyables. Et ils se disaient, mais écoute, si j'ai un truc chez l'Afrique, c'est toi je vais appeler pour que tu interviennes. Et à chaque fois, c'était ça. Donc, je me suis fait des amis incroyables. Et un jour, pendant que je faisais ce boulot-là, il y a eu un déclic sur moi. Et je me suis dit, bon, écoute, dans une semaine, je pars en Chine. Donc, j'ai décidé d'aller en Chine. Vous êtes assez spontané dans ce que vous décidez de faire. Mais oui, la vie est spontanée. C'est ce qui revient à chaque fois que je fais attention à votre parcours. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait sur des coups de tête. Est-ce que ça backfires de temps en temps ou non, ça a toujours été... Never. Ça a valu la peine? Okay. Never. Ça vaut la peine. Quand je décide comme ça, c'est quelque chose à quoi je pensais depuis longtemps. Mais je n'en parle à personne. Et donc, c'est pas forcément un coup de tête, mais cette façon de vivre là, c'est de la même façon qu'on va quitter la terre. Donc, on ne le saura pas. Donc, il faut tout de suite faire ce que tu as envie de faire. Donc, je suis parti. Je causais avec une fille que j'ai découvert maintenant qui est une grande qui supporte Donald Trump. Donc, j'ai coupé les relations avec elle. Je lui parle. Donc, je lui disais, écoute, demain, dans une semaine, je vais en Chine. Elle m'a dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, mais j'ai décidé comme ça, j'ai été faire mon visa, truc, et je suis parti en Chine pour 1 mois. D'abord, je partais en Chine pour 2 semaines. Et je suis resté 1 mois. Donc, c'est de là que j'ai décidé de rentrer dans le monde de la brasserie parce que déjà, je faisais de la bière à la maison. Et arrivé en Chine, j'ai appris à propos de l'équipement que j'ai acheté avant de revenir ici aux États-Unis. Voilà comment je suis parti en Chine pour découvrir à peu près l'Asie, voir ce qui se passe en Asie. Voilà. Où est-ce que vous avez appris à faire de la bière? J'ai appris de par ma mère. Ma mère faisait de la bière très souvent à Pâques et à Noël à la maison. La bière traditionnelle. Oui, le dolo. Donc, j'ai vu ça à mon enfance. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu tous les ingrédients pour faire la bière. J'ai dit, mais je vais commencer à faire la bière. Et c'est là que j'ai commencé à faire la bière. Dans tous les étés, je faisais le barbecue à la maison et tous mes amis venaient chaque fois. Et tout le monde goûtait à mes bières et me dit, mais où est-ce que tu as acheté ça? J'ai dit, non, j'ai pas acheté, j'ai fait moi-même. Évidemment, personne ne me croyait. Voilà. Jusqu'à ce que je décide maintenant, il faut qu'on trouve un endroit. Pour ma femme est descendue dans le sous-sol et elle a vu le bordel qu'il y avait. Et elle a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Donc, elle a dit, écoute, faut que tout ça, ça sorte de là. Et c'est là qu'on a commencé à chercher un endroit pour ouvrir une brasserie. Voilà. Mais bien avant ça, j'étais volontaire dans une équipe ici. J'entraînais les enfants.
Et parmi ces enfants-là, je les entraînais. Mon fils même jouait dans l'équipe de foot. Et je les entraînais. Et un jour, il y a un parent qui m'a appelé, le papa d'un de mes joueurs qui m'appelle. Il me dit, mais écoute, je t'invite là dans un restaurant pour qu'on discute un peu. Alors moi, j'arrive au restaurant. J'ai cru qu'il voulait me parler des choses vraiment... voulait me parler des trucs vraiment incroyables, quoi. J'arrive, je m'assois, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit, mais je ne reconnais plus mon fils. Mon fils, euh, il a cette rage-là de vaincre. Il a ce truc-là. Il a eu toute une autre mentalité. Il a changé depuis qu'il joue pour toi. Et c'est quoi le secret là que tu as fait? Franchement, il dit que c'est pour ça qu'il m'appelle pour me remercier parce que lui, il n'a jamais vu son fils sourire comme ça, avoir le sourire au truc. Et aussi excité quand il part aux entraînements. Wow, ça c'est un très grand compliment. Voilà. Donc, j'ai dit, mais franchement, c'est pas. Et donc, ce dernier a comme client Calvin Klein, Dana Karan. Il a toutes les grosses boîtes de New York comme client parce que il fabrique. Quand Chanel, par exemple, a un défilé de mode, c'est lui qui part fabriquer tout le stage et tout ça. Et donc, il a parlé de mon projet d'ouvrir une brasserie avec Calvin Klein. Et Calvin Klein m'a donné ce bois-là qu'il y a derrière, que j'ai revêti toute la brasserie avec. Voilà comment est-ce qu'on peut affecter quelqu'un et ça va vous personnellement affecter en plus. Voilà. Et donc, ça a été ça. Parce que, bon, au début, je ne voulais pas coacher, naturellement. Mon fils faisait partie d'une équipe. Et nous, on partait chaque fois voir les matchs. Mais tu sais, comme parent, j'avais vraiment honte, quoi. Je regardais, j'ai dit, mais c'est qui cet entraîneur-là? Il ne connaît rien du football. et chaque fois, ma femme m'entendait dire ça. Et elle a appelé le président là, du club. Elle dit, écoute, tu sais que mon mari, il a joué au ballon dans le temps. Et donc, je veux que tu le forces là à devenir coach d'une de tes équipes. Et le lendemain, je reçois un appel du président. Mais écoute, j'ai une équipe pour toi. Je m'en fous si tu dis oui ou non, mais tu es dedans. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé à coacher. Donc voilà, j'ai commencé à coacher. Et tous les parents se plaignaient que ça c'est un jeu d'enfant. Pourquoi on est aussi sérieux que ça? Et je lui dis, mais la vie c'est un truc sérieux. Donc, il faut être sérieux. Si on n'est pas sérieux, les enfants, ils seront jamais sérieux. Et voilà le parcours, en fait, de comment on en est arrivé là. Mais le volet maintenant de ma brasserie, je pourrais en venir. Pour faire la transition vers la brasserie, je remarque quelque chose. Madame, elle voit que vous avez un truc à offrir dans le coaching sportif. Elle vous y encourage. Quand elle remarque que vous faites des bières à la maison, dans le basement, vous décidez ensemble de prendre ça au next level. Quelle est selon vous l'importance d'avoir un partenaire dans la vie qui peut vous accompagner à accomplir vos rêves et à croire en ce que vous avez comme potentiel et à le prendre au next level? Parce que c'est pas toujours qu'on voit des couples ensemble. Je sais que actuellement, Madame Savadogo est co-owner de la brasserie avec vous et que vous dirigez tout ça ensemble en équipe. C'est pas toujours évident de trouver ça dans la vie. Donc, j'aimerais entendre ce que vous pensez sur le partnership in business. Bien sûr, non, c'est pas du tout évident. Hein. Ça n'a pas été comme ça au départ. Au départ, quand moi je voulais ouvrir, j'étais tout seul hein, à foncer dans cette histoire-là. Et d'abord, elle a toujours peur hein, de faire quoi que ce soit. Elle a toujours peur. Elle n'a jamais fait du business, elle n'a jamais entrepris. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi j'ai de l'expérience, j'ai entrepris quand j'avais 17 ans, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire ici. Et donc, pour elle, elle avait toujours peur. Et quand elle a vu que j'étais dead serious, c'est là qu'elle s'est jointe. Elle fait du marketing. Elle a fait du marketing pour la société BP, British Petroleum. Et donc, elle s'est jointe à moi. Et quand on a commencé à faire tous les calculs, tous les chiffres, elle s'est rendue compte maintenant à quel point c'était possible de le faire. Et donc, nous, on s'est basé sur le fait que on voulait ouvrir une brasserie pour la communauté. Donc, la communauté, c'est-à-dire l'endroit. Ça, c'était un exemple
africains et burkinabés. Partout dans tous les quartiers à Ouaga, vous voyez, il y a des dolotières et tous les parents se retrouvent là-bas. Voilà, c'est ça la communauté. C'est ça qui forge l'économie d'une ville et bientôt de toute une nation. Donc nous, on a voulu ouvrir pour notre communauté, permettre à la communauté de vouloir organiser quoi que ce soit ici, permettre aux artistes locaux de venir ici, utiliser notre endroit pour faire connaître leur musique. Voilà comment est-ce qu'on a commencé. Voilà pourquoi notre slogan est Building Community, One Beer at a Time. Donc, c'est ça. On a même permis à toute la communauté de nommer, de donner des noms à tous nos fûts là qu'on a ici à la brasserie. Ça permet aux gens de se sentir impliqués dans ton business. Voilà. Donc, mais quand vous ouvrez un business et puis tout votre focus est sur l'argent, vous savez ce que ça peut amener. Quand on veut de l'argent, on peut aller loin. On peut aller même jusqu'à tuer quelqu'un pour faire de l'argent. Donc, mais quand on fait de son premier objectif, la communauté, voilà, vous faites un ami, cet ami amènera un autre ami, et bientôt, c'est toute la nation qui est votre ami. Et quand on a un ami, c'est quoi? On y est pour très très longtemps. Voilà comment c'est cette approche de business-là qu'il faut développer. Et pas, j'ai ouvert, il faut que je fasse de l'argent. Non, il faut te faire des amis, et maintenant l'argent viendra plus tard. Donc, voilà, c'est notre exemple de business qu'on a commencé. Et quand tu arrives ici à Moncler Brewery, tu sens cette identité-là que notre brasserie-là. Parce que tout ce qu'il y a ici, nous l'avons fait de nos propres doigts. Je construis cet endroit avec mes propres doigts. Je construis tous les meubles que vous voyez, que ce soit les chaises, que ce soit les tables. J'ai construit ça avec mes propres doigts. J'ai fait la plomberie, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, sauf l'électricité. L'électricité a été installée par Burkina Electric, parce que je voulais qu'un compatriote fasse ce boulot-là. Donc, Burkina Electric... C'est une compagnie basée à New Jersey? Oui, c'est une compagnie burkinabé. Ça appartient à Gabriel. C'est lui qui a fait l'électricité. Wow. Mais il y a une histoire. Quand il est venu pour faire l'électricité ici, il a voulu me faire par ses employés. Je lui ai dit non. Non, il n'y a pas de patron ici. Il faut que tu te mettes au boulot. Et donc, voilà. Donc, finalement, il s'est mis au boulot et il a beaucoup appris. Hein. Il a beaucoup appris. Parce qu'il ne faut pas jouer au patron. Ça t'amène où ça? Nulle part. Donc, il faut mettre la main dans la pâte. C'est lui qui a fait toute mon installation électrique ici. Il ne s'y connaissait pas, mais on a appris ensemble. Et lui, il connaît beaucoup l'électricité. On a appris ensemble. Et c'est là qu'il a pu installer. Mais le reste, que ce soit le meuble, que ce soit l'installation de tout le système de brasserie, c'est moi qui l'ai installé. Donc, et comment est-ce que je me suis fait de la clientèle? Ça va te surprendre. Je travaillais ici et j'ai joint Uber. J'ai commencé à conduire pour Uber juste pour annoncer la nouvelle, tout en me faisant de l'argent. Donc, quand j'ai pris Uber, j'ai network avec 1 millier de personnes. Wow. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont venues ici et qui me disent « Oh, est-ce que tu te souviens de la conversation qu'on a eue la fois dernière ?» Chaque fois, je dis oui, mais effectivement, je ne me souviens pas. Faire les choses avec les moyens qu'on a, c'est ingénieux. On a beaucoup de compatriotes qui font Uber et c'est vraiment un outil marketing free. À chaque fois, on revient encore à la personnalité, la capacité à discuter avec des gens, à accrocher avec les gens et tout ça. Et il y a beaucoup qui pensent que pour lancer un business, il faut commencer par la mobilisation de fonds. Il faut les grands moyens. Et vous nous démontrez que oui, s'il faut les moyens après pour expand and all that, il y a beaucoup de choses que vous avez pu faire de vous-même. Mais c'est impressionnant. Où est-ce que vous avez appris à bâtir des choses, à construire, à faire tout ce que vous avez fait pour pouvoir mettre tout ça en place? Moi, j'ai toujours posé des questions. C'est important de poser des questions. C'est important de se demander comment est-ce que ça se fait ce truc. Voilà. Nous, en Afrique, on a beaucoup cru aux religions importées chez nous. Et on n'a jamais posé de questions. Est-ce que c'est vrai ce truc-là? Est-ce que Jésus, il existe réellement? Est-ce que Mohamed, il existe réellement? Donc, voilà, il faut poser des questions. Et quand tu poses des questions, most of the time, tu as une réponse. Et donc, moi, je me suis chaque fois posé des questions. Comment est-ce qu'on fait une table, hein? Et voilà, ça, il faut avoir l'esprit du partage. Et cet esprit du partage-là, c'est réel ici aux États-Unis. Hein? Quand quelqu'un fait un gâteau, il prend sa caméra, il filme comment est-ce qu'on fait ce gâteau-là. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre.
Voilà. Il suffit d'avoir cette volonté d'apprendre. Et donc, si vous partez sur Internet, tout est expliqué sur Internet. Dans le temps, tout le monde disait, oh, Azalia Yalma, arrêtez-moi secret, moi. Il n'y a pas de secret dans quoi que ce soit. Non, ça n'existe pas. Voilà. Tout le monde peut apprendre et partager. Plus tu partages, plus tu en reçois. Donc, tout tourne autour de ta personnalité. Donc, il faut t'ouvrir et permettre à l'information de rentrer dans toi. Et aussi permettre à ta personne de donner l'information. Et c'est ça qui fait que on peut tout apprendre. Faire une table, c'est quoi? C'est rien. Il y a du bois ici. Hein? Il y a des écrous. Tu peux faire une table. Voilà. Faire un banc. Tout ce que tu veux faire. Voilà. C'est possible de le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à faire tout ça. Hein? Moi, je suis chaque fois... J'aime relever les défis chaque fois. Hein? Maintenant, je me suis spécialisé en pâtisserie. Donc, je fais des pâtisseries pour tous les employés ici, tous les week-ends. J'ai fait des croissants, des pains au chocolat et tout et tout. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça. En fait, les choses sont je sais pas comment je vais dire ça. Interconnectées. Les choses sont interconnectées. De la pâtisserie, ça m'a beaucoup aidé dans la brasserie. Hein, parce que c'est le travail du sucre. Hein, le travail du sucre et tout ce qui fermente. Voilà. Et ça m'a amené maintenant à apprendre à distiller le whisky. Et donc, en distillant le whisky, j'ai fait de la bière avec le baobab. Et cette bière-là a remporté la médaille d'argent à la compétition internationale de bière à New York. Et donc, ça m'a montré que tout est possible. Et donc, j'ai fermenté le baobab et je l'ai distillé. Et je l'ai distillé plusieurs fois. Et un jour, j'ai reçu un appel d'un producteur là, de master distiller qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, il y a un show à Tennessee, est-ce que tu aimerais participer? J'ai dit, mais hell yeah. You know? Et donc, c'est là que je suis parti. C'était pendant le Covid. Alors, je vais à Tennessee, j'arrive parmi tous ces gens qui sont complètement étranges à moi. Et eux tous me disent, mais toi, tu es africain et tu fais du whisky? Ah, putain, ça va être une marche dans le parc, ça. On va t'écraser tout de suite. Et je lui ai dit, ok, on verra. Voilà, donc, en fin de compte, j'ai remporté le Master Distiller à la deuxième saison, hein, non, la troisième saison, pardon. J'ai participé à la saison 2 et la saison 3. Et c'est là que j'ai participé et j'ai remporté le meilleur whisky de Tennessee. Et d'ailleurs, dans 2 mois, ce whisky va sortir à Tennessee. Je dois aller là-bas pour signer quelques bouteilles pour remettre au public. Voilà. Donc, c'est le Burkina qui est vainqueur de ça. C'est le Burkina qui gagne et c'est avec notre baobab. Qu'est-ce que ça vous fait de valoriser nos produits locaux et de donner l'opportunité de parler du Burkina Faso, de nos ressources. C'est souvent quand on dit qu'on vient du Burkina, where is that? Donc, c'est de contribuer à faire rayonner le nom du Burkina et de valoriser ce qu'on a chez nous. Donc, on est fiers de vous et on se dit que vous êtes aussi fiers de porter haut les couleurs du Burkina où vous êtes. Non, absolument. Après avoir gagné ça, mon premier interview sur Discovery, j'ai failli almost lost it. J'ai failli. C'est pas d'habitude que je perds le truc, hein, mais j'ai failli perdre ça parce que j'ai vu les ancêtres là. C'est eux qui ont planté les baobabs et c'était un fruit centenaire qui arrive à donner un liquide aussi. Et donc, à l'issue de ça, Discovery m'a proposé de venir être fréquemment là-bas. Et je lui ai dit, non, moi j'ai un business que je tourne actuellement. I can't do that. Donc, on a décidé de le faire autrement. Donc, maintenant, on fait ce qu'on appelle la sustainability. On part dans un pays, on ramasse tous les trucs, des résidus de fruits, et on transforme en carburant. Voilà. Pour permettre aux gens de ne pas gaspiller les bananes et tout et tout. Donc, on transforme ça en carburant. Donc, si demain, en voiture, tu t'arrêtes à la station d'essence, regarde en bas de la pompe, c'est écrit Flex Fuel. Le Flex Fuel, les 20% sont faits à base de maïs.
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire en Afrique? Voilà. Donc, et voilà quoi. Moi, c'est ça que je suis en train de voir. On a fait une première émission de ça en Colombie. On a ramassé les résidus de fruits et on a distillé un carburant. On a mis dans la mobilette de quelqu'un et il fallait voir le visage de la personne. C'était incroyable. Voilà. Donc, Comment est-ce que vous arrivez à allier innovation et tradition africaine dans vos produits? J'ai lu que quelque part que c'est très important pour vous de valoriser tout ce qu'il y a de culturel de chez vous, aussi de votre femme qui est jamaïcaine. oui. Comment est-ce que vous arrivez à allier ça? Parce que beaucoup d'excuses qu'on entend, c'est que souvent certains de nos produits, la conservation c'est difficile. Pour avoir un produit rendu assez raffiné, c'est compliqué. Mais vous prouvez que c'est bien possible. C'est quoi les Oh. méthodes que vous utilisez? Les gens qui disent ça ne savent pas ce qu'ils font. Ah, c'est préserver ses traditions, comprendre des choses. Moi, j'ai une compagnie qui fait de la confiture et aussi qui fait des sauces piquantes. Voilà. Donc, ça s'appelle, ma sauce piquante s'appelle Jamaican Fire and African Fire. Et puis, mes confitures sont faites à base de mangue, de fraises, de tous les fruits qu'on voit. Voilà. Il y a une certaine température à laquelle il faut cuire ces genres de trucs-là, hein, pour pouvoir avoir une préservation pendant longtemps. Pour pouvoir préserver pendant longtemps. Voilà. C'est très simple, hein. C'est très facile à expliquer. Même la pâte de tomate, même le lait concentré sucré. Hein? Ça, c'est des choses de l'enfance que j'ai voulu savoir comment est-ce que ça se fait. Hein? La première fois que j'ai fait de lait concentré sucré, mon grand frère m'a appelé de France, il m'a dit, mais c'est incroyable, j'ai voulu savoir comment est-ce que ça s'est fait. Depuis mon enfance, j'ai jamais su. Mais là, tu es en train d'ouvrir un truc pour moi. Voilà. Ouais. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire. Hein? Et par exemple, au Burkina, je voulais travailler avec les femmes de lotière pour leur montrer comment est-ce qu'on peut safely mettre le dolo en bouteille. Mais jusque-là, il y a des femmes qui ne comprennent toujours pas. Par exemple, donne un exemple, hein, au Burkina, le dolo est cuit pendant au moins 3 jours. Ce qui est complètement dingue. On ne peut pas cuire un truc pendant 3 jours. Si tu cuis, tu prends de l'eau et tu le cuis sur une marmite, là, pendant au moins 2 heures, tu vois, il y aura l'évaporation. Ça va totalement évaporer. Tu vas finir avec quoi? Rien du tout. Donc, le dolo et la bière doivent être cuites pendant 1 heure de temps. Pas plus de ça. Donc, il faut cuire avec une certaine température et pouvoir le refroidir très vite et fermenter assez longtemps. C'est la fermentation qui amène de l'alcool. L'alcool est un dérivé de produit. Donc, si tu comprends ces bases-là, ces bases, tu comprendras. Il faut jamais embouteiller du dolo avec de la levure. Parce que la levure continue à bouffer le sucre. Et tu as créé une bombe comme ça. Après avoir mangé le sucre, cette bouteille va exploser. Voilà des choses simples qu'il faut expliquer aux femmes. Hein? Former les femmes là à certaines choses, à comment faire du pain. Hein? Tout ce qu'on consomme de façon régulière. Tant qu'on n'apprendra pas à faire ça, nous serons toujours à la merci des autres. You know? Je me rappelle, Sankara disait, il ne faut pas chercher l'impérialisme ailleurs. Hein. L'impérialisme se trouve dans votre assiette. Dans votre assiette. Et c'est la vérité ce qu'il a dit. Hein. Nous, on boit la Brakina. La Brakina ne nous appartient pas. Depuis que nous sommes des enfants, la Brakina appartient à Pierre Castel, ainsi que la Solibra, ainsi que toutes les brasseries d'Afrique appartiennent à un Français. Et on est content de boire ça. On est content de boire ça parce que c'est l'habitude qu'on nous a mis. Hein? C'est exactement comme la religion. Hein? On nous a poussé à prier depuis qu'on est petit. Il n'y a jamais eu de résultat. Jamais. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Hein? Quand on fait un truc là, c'est pour obtenir un résultat. Mais quand il n'y a pas de résultat, mais arrêtez, changez. Il faut changer. Changer de chaîne quand même là. Donc, oui. Mais c'est tout ça là que franchement, c'est mon cœur là que je suis en train de sortir aujourd'hui. Parce que c'est gentil d'avoir créé un truc comme ça pour permettre aux gens de s'exprimer. Moi, j'attendais de démarrer mon podcast avant de pouvoir m'exprimer, expliquer aux gens certaines choses. Voilà. Et peut-être, ça allait peut-être
raisonner avec quelqu'un, ça allait peut-être aider quelqu'un à comprendre certains trucs. Voilà. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un tour à votre brasserie, c'est quoi les boissons emblématiques que vous proposez, notamment celles qui sont inspirées de l'Afrique? Mon Dieu. Oh là 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 là. On a, oh, je sais pas comment faire. On a une centaine de genres de boissons, centaine de genres de bières ici. D'abord, on a 24 bières permanemment qu'on sert chaque fois. On a une bière qu'on appelle le baobière. Le baobière, c'est fait avec le baobab. On a ce qu'on appelle aussi le baolagre. C'est la version la plus légère du baobière. On a Cherry Fresh, qui est une boisson, la miska. Voilà, c'est ce qu'on appelle la miska. Ça s'appelle Cherry Fresh. On a Raspberry Jam, qu'on appelle That's My Jam. C'est une bière faite avec la confiture de cerises. On a aussi Last Straw, c'est une bière faite avec les fraises. On a aussi une bière faite avec la mangue qu'on appelle Maya. C'est un double IPA fait avec la mangue. Bon, on a aussi Golden Buddha, qui est une bière faite avec la passion fruit. On a aussi ce qu'on appelle Black is Beautiful, qui est faite aussi, il y a le baobab aussi là-dedans. La raison pour laquelle on a mis le baobab là-dedans, c'est pour rappeler à tout le monde que quoi que vous soyez, vous êtes africain. Voilà. Donc, si tout le monde a fait son DNA test, on va trouver qu'on a une bonne partie d'Afrique. Donc, on n'a aucune raison de se détester. Aussi, on a ce qu'on appelle aussi National Emergency. National Emergency, c'est une bière purement politique. Et parce que cette bière, on l'a sortie quand le président Trump a pris le pouvoir la fois passée. Et il a déclaré National Emergency. Et nous, on a fait cette bière pour dire qu'il était urgent qu'on donne cette bière aux gens. Donc on a aussi des milliers de bières. On a aussi une bière qu'on appelle The Brewers Beer, la bière des brasseurs. Il y a ma photo sur la canette. Aussi, on a quoi d'autre encore? On a Pilsner. Le Pilsner, c'est une bière tchèque. On a aussi quoi d'autre encore? On a aussi une bière faite à la vanille qu'on appelle Bourbon Vanilla. On a mon Dieu. Il y a du Ranoro là-bas. Il y a une bière assez sucrée pour nous autres. Non, sur les côtés non alcoolisés, on a le bissap. On a aussi le pineapple ginger. On a aussi le root beer. On a aussi la limonade faite avec des pêches, les pêches. Donc, tellement de variétés de genres de bières. Voilà. Okay. On a aussi les bières cocktails. Il y a un cocktail de bière qu'on appelle Monaco. Alors, on a aussi un IPA qu'on appelait Wagamama, il y a longtemps, qu'on a fait cette bière-là. Donc, on a fait aussi une bière pour honorer Thomas Sankara, parce que Tom Sank a une certaine connexion avec moi. Tom Sank habitait au quartier. J'ai connu Thomas quand j'étais jeune. Et donc, c'est une histoire dont j'ai pas envie d'en parler, parce que ça va être trop émotionnel pour moi. Donc, Sankara représente beaucoup pour moi. Juste un petit peu. Ouais. Je disais, c'est le jour que Sankara a perdu la vie. Moi, je célébrais mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 16 octobre. Donc, j'ai jamais célébré. C'est pour ça, d'ailleurs, je célèbre pas mon anniversaire. Parce que it's very painful. Ça fait très mal que de perdre cette personne-là. Au lieu d'en parler, je préfère faire ce que Sankara nous a enseigné. Sans beaucoup en parler. Nous, les Africains, on parle beaucoup. La guerre n'est plus ce n'est plus avec les fusils. C'est avec ça, maintenant, la guerre. Voilà. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai appris à faire le whisky. Au lieu que nous, en Afrique, on boive le whisky venu d'ailleurs, nous, on va faire le whisky et l'envoyer ailleurs pour qu'il goûte. C'est ça, le défi. Donc, il faut qu'on le relève. Je dis chaque fois, d'ailleurs, que je veux dire ça à tous ceux qui t'écoutent, tous les experts étaient des amateurs un jour. Ouais. Et tous les professionnels étaient aussi des amateurs un jour.
Donc, tout ce que tu peux faire, c'est de rêver très grand et mets-toi sur la ligne de départ maintenant. Powerful. Yeah. Est-ce que That- vos boissons sont disponibles au Burkina? Ou est-ce que c'est un Non, projet à venir? nos boissons sont pas disponibles. C'est disponible ici à New York dans tous les magasins Whole Foods. Mhm. Nos boissons sont disponibles là-bas. Tout est dans les magasins Whole Foods. Si vous allez à Whole Foods, vous allez voir sur le réfrigérateur, il y a ma photo et la photo de ma femme dessus. Ah, C'est écrit local. Donc, yeah. il y a toutes nos bières sont disponibles dans tous les Whole Foods. Et dans tous les Bottle King, dans tous les ShopRite, dans tous les, comment dirais-je encore, il y a beaucoup de magasins qui, j'ai pas la liste là, c'est un autre département qui s'occupe de ça, j'ai pas la liste, mais nos bières sont partout. Au Burkina, c'est un peu compliqué, parce que vu la distance, pour exporter la bière là-bas, ça va revenir cher pour le Burkinabé. Donc, la meilleure des choses, c'est de manufacturer ça au Burkina, de faire ça au Burkina. Voilà, permettre aux gens de découvrir. Donc, je prépare ça. Je prépare travailler avec les femmes. C'est une promesse que j'ai faite à ma mère, de travailler avec les femmes, essayer de les montrer comment mieux développer le dolo. Wow. Voilà, avec tout ce qu'on a. On a hâte de voir ce que ce projet va donner. Oui, donc, Est-ce qu'avec oui. la brasserie, est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait face à quelques difficultés ou quelques défis pour expand au niveau où vous êtes actuellement? Je suis sûre qu'il y a forcément eu besoin, entre-temps, de lever de fonds, d'investisseurs, de partenaires. Comment est-ce qu'en tant qu'Africain, quand on a un projet, comment est-ce qu'on arrive à utiliser toutes ces ressources-là autour de nous? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Si oui, comment est-ce que vous les avez surmontées? Non, j'ai pas eu de levée de fonds. Non, personne nous a donné un centime. Tout ce qui s'est passé, quand j'ai conduit Uber, il y a plein de gens que j'ai pris, je disais ça. Donc, et ces gens-là m'ont demandé, est-ce que vous avez un levé de fonds? Il y a d'autres à qui j'ai dit, non, pas forcément. Il y en a qui m'ont donné $1000. Hein? Après, à la fin j'ai pris un mec qui il habite dans ma ville ici à Montclair. Il a une centaine de restaurants dans tous les États-Unis. Il en a à Vegas, il en a un peu partout. Et donc, avec lui, on avait une conversation. Il avait un problème. Il me demandait, est-ce que tu peux me donner un truc parce que c'était vers Noël, vers la fin de l'année. Il me dit, est-ce que tu peux me conseiller? Parce que j'ai envie de donner de l'argent à la fin de l'année là à mes cuisiniers. Je ne sais pas, I don't know how to go by pour les donner ça pour la fin de l'année. Et donc je lui ai donné ce truc là. Je lui ai dit exactement ce qu'il pouvait faire. Il a été vraiment content. Il était vraiment super content de notre conversation. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai envie d'aider les gens qui ont du cran comme ça, qui veulent démarrer un truc. Hein? Est-ce que tu as fait un levé de fonds? J'ai dit non. Il a appelé sa secrétaire et il m'a donné $1000 cash. Voilà des exemples. La plupart, je parlais de la communauté. La communauté est venue nous aider à peindre le building. La peinture m'a été offerte par des magasins ici qui ont appris qu'il y a une brasserie qui allait naître ici à Montclair. Il y a un parmi eux que j'ai pris et il a un business ici à Montclair. Il vend comment on appelle du poulet. Il fait du poulet ici. Et je l'ai pris, on a parlé. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a dit qu'il a un magasin où il fait du poulet. Et je lui ai dit, mais écoute, moi, je fais du piment, on peut collaborer. Il m'a dit non. Il m'a dit non, parce que bon, il a entendu mon accent. Il m'a dit non. Non. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, c'est ma compagnie. Il m'a dit, toi, tu as une compagnie? Oh, putain. Donc, il m'a complètement négligé. Sérieusement? Et donc, oui, une semaine après, il a vu un article sur le Montclair Times qui disait qu'il y a une brasserie qui venait là et il y avait ma photo en première page. Alors, il est venu ici pour me voir. Il est venu, il m'a demandé, il est rentré, il m'a vu, il m'a dit vraiment, lui, il n'a pas cru au départ quand je disais ça, mais vraiment, il voit ça, mais il est surpris. Et je lui ai dit, mais c'est comme ça la vie. Hein. Donc, quand il sortait, il est revenu me demander, mais comment tu as fait pour avoir un financement pour ça? Et je lui ai dit, j'avais un flingue, j'ai été en banque et ils m'ont donné l'argent.
Voilà une réponse, quoi. Et après, il est venu, il m'a dit, bon, excuse-moi. Ça, c'est le Yadra en vous qui parle. Voilà ce qui s'est passé entre lui et moi. Et finalement, toute ma clientèle ici, quand on a ouvert, c'est là qu'ils achètent le poulet. Ils regrettent. Maintenant, quand ses employés viennent ici en livraison, ils cherchent à me voir. Ils disent, mais tu as donné une bonne leçon à mon patron. Ça, c'est une leçon de vie. C'est ça. Donc, voilà quoi. Voilà ce qui s'est passé. La conversation a tellement été intéressante que c'est la plus longue interview que j'ai réalisée jusque-là. On ne pouvait pas s'arrêter. Pourtant, il y en a encore. Pourtant, il y en a encore. Voilà. Donc, vu que ça tire un peu vers sa fin, est-ce que vous voulez nous parler de vos projets futurs avec les initiatives que vous avez? Je sais que vous êtes sur le point d'ouvrir une deuxième location. C'est quoi les projets et qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message à certaines personnes qui ont des rêves, qui ont des projets, mais qui ne savent pas que c'est possible de les réaliser, surtout quand on est en expatriation et qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas accès à toutes les ressources. Moi d'abord, un message spécial à tous les Burkinabés qui vivent ici. Quittez la communauté. Mettez-vous dans une certaine position qui vous permettra d'apprendre. Si vous êtes toujours parmi des gens qui vous diront « Oh, ton beka yum pisime, ton katon mano, toi tu viens hier, tu veux faire ça. » Sans que vous n'aborderez pas ce truc-là, vous n'irez nulle part. Ça, c'est la vérité. Voilà. Quittez votre zone confortable. Mettez-vous avec des gens qui vont vous permettre d'apprendre. La vie, c'est une... On va de leçon en leçon. C'est ça la vie. Voilà. Ne restez pas dans un endroit, ne soyez pas confortable avec ce que vous avez. Si vous voulez aller de l'avant, apprenez. Imagine si vous apprenez un truc par jour. À la fin de l'année, combien de choses vous aurez appris? Voilà. Donc, il faut toujours se dire ça. À la fin de chaque journée, asseyez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Si vous n'avez rien appris, mais vous n'êtes pas en vie. Voilà. Donc, c'est tout ce que moi, je suggère. You know? Moi, je ne suis pas... Je suis avec ma communauté, mais pour autre chose. Pas pour venir s'asseoir, se réunir pour manger. Ou moi, je préfère qu'on se réunisse et parler de nouvelles idées. Parler de comment est-ce qu'on va affronter l'avenir. Hein? Comment est-ce qu'on va faire pour que les gens trouvent du boulot? Comment on va faire pour que les gens puissent s'intégrer, avoir un networking? Je vous assure qu'il y a des gens qui sont là 20 ans mais qui ne parlent pas un seul mot anglais. Ouais. C'est pas raisonnable. Voilà. Donc c'est tout ce que moi je vais suggérer à toute cette jeunesse-là. You know, do some network, get out of your comfort zone. And, you know, faut networker avec d'autres personnes. Hein? Soyez curieux. Posez des questions. Allez là où vous pensez. Moi, jusqu'à présent, il y a des gens qui me disent « Oh, je suis pas venu là parce que je crois que c'est pour des Blancs. » Non. Que c'est pour des Blancs. Voilà. Tout le pays, c'est pour des Blancs. C'est ça. C'est vrai qu'on a ce problème-là quand même d'être entre soi. On est toujours ensemble. C'est difficile pour nous de se mingle avec d'autres personnes alors qu'on vit dans leur pays et que si on veut apprendre beaucoup de choses, si on veut s'ouvrir, si on veut se donner des opportunités, on n'a pas le choix que de network, d'aller vers d'autres personnes. Sinon, on se retrouve tous à toujours faire la même chose pendant 20 ans et on n'évolue pas. C'est un complexe d'infériorité. Ouais. Moi, il y a plein de Français qui viennent souvent ici qui me disent « Comment est-ce que tu as appris à faire de la bière ?» Je dis « Non, comment est-ce que la bière a appris à me faire ?» À me faire. Voilà. C'est ça, en fait. Love that. Donc, oui. Non, mais c'est ça, c'est ne pas avoir peur. Et, you know, quand même, on est burkinabé, là. Hein? On est burkinabé. Il y a cette fierté-là déjà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'affronter ces choses-là. Nous, ici, on est la seule brasserie africaine ou black dans tout l'État de New Jersey. Wow. On est aussi la première dans tous les États-Unis. Mm-hmm. Voilà. Et donc, c'est je ne suis pas fier de ça, mais il faut qu'on assume. Nous, on est fiers de ça. Il fallait au moins d'autres Burkinabés aussi avec des brasseries. Donc, you know, ça allait permettre à tout le monde d'avancer. Ouais, mais en attendant, nous, on est fiers de vous. Voilà. Et on espère que d'autres personnes vont emboîter le pas.
Absolument. Les projets prochains, c'est la nouvelle brasserie qu'on est en train de construire pour augmenter la production et aussi une distillerie avec des produits du Burkina. Transformer le Weda, transformer le Baobab, transformer le Sibi. Je fais déjà du vin. Et donc, il va falloir que le jour que tu viens là, je pourrais te donner les cuvées Sawadogo. Parce que tu es une Sawadogo aussi. Ouais. Voilà. Tout ça, les condemnes, c'est vrai. Voilà. Voilà. Oui. Donc, c'est ça, hein, c'est ça le projet. C'est ça, tous les projets que j'ai en vue. Voilà. Bientôt, on pourra le faire. Et aussi, arriver à transformer le dolo au pays. Voilà. Ouais. Ça c'est mon rêve, ça. En tout cas, nous, on apprend beaucoup de votre parcours, pas seulement de la résilience ou de ce que vous avez pu accomplir comme innovation dans l'entrepreneuriat, mais aussi d'allier tradition africaine, de represent the blackness in you et l'Afrique, le Burkina Faso en particulier. Donc, c'est vraiment une fierté. Quand j'ai lu votre histoire, quand j'ai lu ce que vous faisiez et quand des amis m'en ont parlé, j'étais vraiment like my jaw was on the floor because this is Oh, really... come on. Yeah, no, for real. For real, c'est vraiment impressionnant et nous vous souhaitons vraiment bon vent avec les nouvelles initiatives, la nouvelle brasserie. On vous attend partout aux États-Unis, on vous attend en Afrique, au Burkina Faso. Merci d'avoir fait le temps. Et si vous avez un dernier mot. Le mot, c'est d'encourager tous les Burkinabés à affronter leur fear, affronter leur peur. Et là, quand tu affrontes ta peur, you can accomplish anything you want to do. Et c'est ça, une personne doit tout faire pour se cultiver elle-même. Travailler ta façon d'être avec les autres. C'est ça qu'il faut faire. Ta façon de communiquer avec les autres, il faut travailler ça. C'est de là, dès que tu arrives à travailler ça, toute personne à qui tu vas parler va te trouver intéressant. Toute personne à qui tu vas rencontrer va vouloir être à côté de toi tout le temps. C'est ça. That's the power of attraction. Ça, c'est la force de l'attraction. Voilà. Il faut travailler ça. Quand tu travailles ça, tout est gagné. À toute personne à qui tu vas parler, la personne va s'ouvrir. Tu vois. How to make friends and win hearts. Il y a un bouquin, il faut absolument le lire. Mais c'est complètement la vérité. Il faut se travailler soi-même. Avant maintenant de pouvoir... Là-dessus, on a dit, il faut pas te man. Et puis, tu as le cœur serré. Il y a moins d'infos, hein, tu vois. Yeah. Donc, c'est ça. C'est open yourself to other people. Et tout viendra. Hein. Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi est-ce que ma vie est comme ça et comme ça? Nous avons le pouvoir de transformer ça. C'est que les gens ne réalisent pas. Hein? Faut pas chercher ailleurs. Depuis combien de temps on dit qu'il va venir? Il viendra jamais. No, he's never gonna make it. Donc, I hate to break you the news, but he's never gonna make it. Parce que nous sommes mauvais, on est tout ce que tu peux dire. You know? Donc, il faut te mettre ça dans la tête. Il viendra jamais. Donc, il est déjà là, dans nos cœurs. Voilà. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Donc, en tout cas, faut tu fais ce truc-là pour informer les gens. Moi, j'encourage ça beaucoup. Moi, je prends beaucoup de temps, je cours un peu partout. Et donc, moi, j'admire ça. Quand j'ai eu le coup de fil que tu voulais qu'on parle, je dis, oh, super, voilà quelqu'un. Et puis, c'est une Sawadogo en plus. De quoi je m'en doutais. Les Sawadogo out here doing the Lord's work. Donc, et alors quand tu lui parles, tu dis, tu vu. Donc, voilà. Non, mais je suis fier de ce que tu fais. Continue dans ce chemin-là et garde toujours ce sourire-là parce que that's the key. C'est la clé. C'est la clé, ça. Voilà. C'est la clé pour t'ouvrir aux gens. Et ça, c'est très important. Quand tu te fermes aux gens, tu ne reçois rien. C'est comme du fer, ça coille et ça retourne. Ça retourne. Voilà.
En tout cas, merci pour les conseils. Merci de nous avoir prouvé que il y a de la magie à croire en ses rêves. Il y a de la magie à toujours avoir des ambitions, à se dire qu'on peut faire des choses. Et c'est vraiment incroyable. On va forcément revenir vers vous. On va visiter la brasserie. On va la montrer à nos téléspectateurs. Et l'aventure continue. On reste en contact. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup. C'est gentil. Allez, à bientôt. Hein. Allez, à bientôt. Okay. Et à tous, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours Atypique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.